Bonjour à tous, donc j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir sur cette chaîne Marion Joran du cabinet Ledoux, un grand cabinet en faute inexcusable. Marion, donc voilà, on recueille tes premières impressions sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur cet article 39 dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, que j'ai essayé d'expliquer d'un point de vue un peu pédagogique. Maintenant, c'est ton expérience, ta vision d'avocate spécialisée dans la défense du droit des victimes, notamment des victimes de l'amiante, qu'on voudrait avoir aujourd'hui. Merci tout d'abord Thomas de m'accueillir sur cette chaîne pour permettre aux gens de comprendre ce qui se passe un peu. Nous, l'article 39, vraiment, ça a été une déflagration, vraiment. Moi, j'en ai pris connaissance au détour d'un scroll sur LinkedIn. Un avocat employeur qui se gossait en disant « Oh, l'article 39 revient sur la jurisprudence des arrêts du 20 janvier, donc des arrêts de la Cour de la cassation du 20 janvier. » Donc non, vraiment déflagration. J'ai lu le texte et je me suis dit mais non, c'est pas possible, quoi. On va pas avoir fait tout ça, on va pas avoir eu une super décision de la Cour de cassation de l'Assemblée plénière en 20 janvier, une décision responsable et courageuse de l'Assemblée plénière sur enfin une super réparation pour les victimes du travail. On va pas avoir fait tout ça pour finalement se retrouver avec un texte où j'ai mis plusieurs fois, je m'y suis replay plusieurs fois pour le lire en me disant c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout de suite, j'ai envoyé des textos. J'étais en audience ce jour-là. J'ai envoyé des textos à mon associé référent, Romain Bouvet, pour lui dire mais c'est quoi ce bazar, qu'est-ce qui se passe, et là ça a été branle-bas de combat. Moi j'ai tout de suite fait un post sur LinkedIn pour alerter aussi mes collègues et puis les avocats en dommages corporels victimes pour leur dire attention, il y a un truc qui se passe, faut vraiment qu'on soit unis et qu'on sorte, qu'on se mette un coup de pied aux fesses pour faire en sorte que tout le monde soit au courant, enfin que les personnes concernées soient au courant, qu'on informe et que ça ne passe pas en l'état et qu'on fasse quelque chose pour que ça ne passe pas en l'état. Et d'ailleurs, les choses sont un peu en train de bouger, si j'ai bien compris. J'ai regardé là sur le site de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on peut extraire en fait de tous les amendements, on peut faire des liasses. Donc j'ai vu qu'il y avait plein d'amendements qui avaient été déposés sur cet article 39. Beaucoup d'entre eux donc proposent tout simplement la suppression de cet article 39. J'ai lu d'ailleurs dans l'exposé des motifs des amendements qu'il y en avait certains qui avaient été rédigés en association avec la FNAT ou avec l'Andeva. Vous avez joué un rôle aussi, je crois, dans ce genre de choses. Vous faites bouger les lignes à l'heure actuelle au niveau du débat parlementaire, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est donc au cabinet Ledoux et puis le cabinet TTLA et aussi l'ANANAVI, donc qui représente les avocats de défense des victimes, et puis les syndicats et finalement l'Andeva avec laquelle on collabore depuis des années et les associations locales de défense des victimes de l'amiante. On s'est fédérés et on s'est dit, bon, on a chacun tous nos contacts à droite à gauche au sein de l'Assemblée, que ce soit le président de la commission amiante et puis des contacts aussi au niveau du rapporteur de la commission des affaires sociales. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser les choses en l'état. On a les moyens de pouvoir, on est encore dans les temps pour déposer des amendements. Donc, on s'est concerté, on a pris connaissance chacun des amendements que les uns les autres allaient déposer. On n'avait pas forcément la même vision des choses globales, mais en tout cas, on était d'accord sur un point. L'amendement qu'il fallait déposer, c'était un amendement qui sollicitait le retrait de cet article 39 qu'on a considéré qui avait été rédigé à la hâte par des personnes qui n'avaient pas forcément compris les implications et la rédaction de cet article 39 et les conséquences que ça aurait sur le régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc oui, on s'est mobilisé, on a déposé des amendements en commission des affaires sociales, on va aussi déposer des amendements dans le cadre de l'examen de la loi par le Sénat, parce que en tant que défenseur des victimes du travail ou des victimes de dommages corporels au sens général, parce que eux aussi, ça a des implications aussi pour eux, on ne peut pas laisser les choses en l'état, et en tout cas, on doit peser dans le débat pour qu'au moment de l'examen de ce projet de loi en Assemblée, les questions et les explications puissent être apportées de manière claire pour que l'article 39 ne soit pas voté en l'état.
D'accord, parce que on peut tout simplement le supprimer et très honnêtement, ce serait ma préférence. Mais on pourrait peut-être essayer de l'améliorer dans la rédaction actuelle de cet article 39. Qu'est-ce qui, toi, te pose, t'interpelle, te pose problème, etc. On a l'impression qu'en fait, la loi dit quelques petites choses sur enfin, sur la dissociation entre le déficit fonctionnel d'un côté et la part, le taux de travail, entre guillemets. Mais c'est vrai que la loi reste complètement floue, elle renvoie énormément de choses à des décrets, à des arrêtés. Qu'est-ce qui, toi, te choque dans cette rédaction à l'heure actuelle et qu'est-ce que on pourrait l'améliorer pour avoir une sorte de garde-fou, entre guillemets, qu'on n'est pas en train d'amputer, de rogner le droit des victimes? Alors déjà sur ce retour à la rente duale avec d'un côté une part professionnelle et de l'autre côté une part déficit fonctionnel permanent, une part personnelle. En fait, comme tu le disais, on fait référence à des barèmes, on fait référence à des taux qui seraient décidés par décret. Alors il y a une totale imprévision parce qu'on ne sait pas du tout sur quoi on va se baser. Est-ce que ça va être le barème d'invalidité actuel? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que la part personnelle, ça va être le barème Mornay? Est-ce que ça va être le concours médical comme en matière de dommages corporels classiques? On ne sait pas. Donc, en fait, il y a une totale imprévision et voter un texte de loi comme ça sans avoir conscience des conséquences, c'est hyper dangereux. Et puis, Ça, c'est ça. D'ailleurs, oui, ça, c'est juste pour les victimes d'accidents du travail. voilà, Après, il y a l'autre pan qui est faute inexcusable, où voilà. là, il y a le truc Voilà, là, c'est horrible. pas en faute inexcusable. C'est la manière dont est rédigé actuellement le projet de loi, c'est revenir totalement sur la décision de la Cour de cassation du 20 janvier. Parce que le 20 janvier, la Cour de cassation a considéré que la rente n'indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, les victimes pouvaient voir indemniser les souffrances post-consolidation. Et là, dans le texte, on nous propose, dans le cadre de la faute inexcusable, d'indemniser que les souffrances anté-consolidation. Donc, toutes les souffrances post-consolidation, elles n'existeraient plus. Et ça pose énormément de problèmes pour les malades, pour les victimes atteintes de pathologies évolutives, consolidées à la date de première constatation de la pathologie, donc qui, par définition, selon le nouveau projet de loi, ne subissent pas de souffrance post-consolidation. Mais il n'y en a pas non plus. Alors peut-être, ouais, juste pour expliquer à ceux qui nous regardent et qui sont pas avocats et qui sont pas des spécialistes des droits de la Sécu, en maladie professionnelle, alors en accident du travail, c'est très simple, il y a l'accident qui survient, après ça, l'état de la victime, il n'est pas stabilisé, à un moment donné, il se consolide, et donc là, il y a vraiment une dissociation dans le temps entre l'accident et la consolidation. Et il y a donc les souffrances avant la consolidation et les souffrances post-consolidation. Et là, le projet de loi donc dit tout ce qui est post-consolidation, on n'en tiendra plus compte, ça sera plus indemnisé au titre de la faute inexcusable. Et en maladie, en fait, ce qu'on fait, c'est que la maladie, elle est diagnostiquée pour la première fois, et quand c'est une pathologie qui est évolutive, en faveur des victimes, pour elles, en fait, on dit bah, la consolidation se fait le jour du diagnostic de la maladie. Donc effectivement, pour ces victimes-là, pour les victimes, en plus, c'est des maladies qui sont évolutives, donc parfois des maladies lourdes, des cancers, des maladies de Parkinson, etc., des maladies dont parfois l'échéance est absolument fatale. Et donc pour ces gens-là, en fait, pour ces victimes, eh bien en fait, la consolidation, c'est le jour du diagnostic, donc ils sont jamais de souffrance post-consolidation. Donc pour eux qui souffrent le plus, eh bien Ouais, finalement, leur souffrance est tout simplement niée, réduite à néant. Et ça, c'est voilà. effectivement, Et ça, c'est révoltant. donc ça fait une rupture d'égalité entre les victimes de pathologies professionnelles et les victimes d'accidents du travail, parce que du coup, bah voilà. Donc au sein d'une même catégorie de victimes, il y a déjà une rupture d'égalité. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les victimes atteintes de pathologies évolutives, ce sont des pathologies qui mettent énormément d'années à se déclarer après l'exposition. Donc bien souvent, ces victimes-là, au moment où elles déclarent leur pathologie professionnelle, elles sont retraitées. Donc, en fait, elles ne sont plus en activité. Et quand on lit la rédaction de l'article 39 avec la part professionnelle et la part personnelle, on se dit, mais si on vient indemniser une perte de gain, quand on est retraité, bah, on ne travaille plus, donc il n'y a plus de perte de gain. Donc, on vient amputer en plus cette indemnisation. Donc, les victimes retraitées atteintes d'une pathologie évolutive consolidée à la date de première constatation de la pathologie, bah, si à la lettre de l'article 39, elles se retrouvent avec rien. Une part personnelle réduite à peau de chagrin. Et là, c'est là que réside la vraie rupture d'égalité, parce qu'on a des pathologies extrêmement graves avec des souffrances indicibles
et des victimes qui se retrouvent avec une indemnisation réduite à rien. Vraiment à rien. Et ce qui est fou en plus, c'est qu'on voit à l'heure actuelle, il y a une campagne donc du ministère du Travail qui dit faut investir dans la prévention, dans la sécurité au travail. Et en fait, la faute inexcusable, c'est un peu ce qui permettait de moraliser le débat, ce qui permettait de sanctionner des employeurs qui ont des comportements inexcusables. Le mot, il est là, Mmh. d'accord? Ces employeurs-là, ils ne sont pas des employeurs vertueux. Et le projet de loi nous dit clairement, dorénavant, la faute inexcusable, grâce à ce nouveau mécanisme de la rente duale, on va diluer la faute inexcusable dans la collectivité de tous les autres employeurs. C'est Et ça. c'est ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a pas de collectif d'employeurs qui sont là pour dire, mais attendez, la faute inexcusable, c'est bien, ça permet de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et de se débarrasser des employeurs peu vertueux. Et pourquoi faire supporter la faute inexcusable à tous les autres? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas songer, parce que je crois que vous avez déposé des amendements dans ce sens-là, Mmh. à faire comme la loi de 85, c'est-à-dire instaurer une assurance obligatoire, que tous les employeurs s'assurent là-dessus, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a certaines associations, de défense des victimes qui revendiquent, cette obligation d'assurance et puis, enfin, c'est aussi là encore, le ton qui avait été donné dans, l'accord national interprofessionnel et dans le projet de loi, c'était pour venir dire: «Oui, mais cette rente duale et cette exclusion des souffrances post-consolidation, c'est pour ne pas gréver trop les employeurs» et cetera et cetera. Sauf que, faut le dire aujourd'hui, il y a la plupart des employeurs sont garantis dans le cadre des dommages fautes inexcusables. Donc, en fait, la fleur qui est faite dans le cadre de l'ANI et dans le cadre du projet de loi, c'est une fleur qui est faite aux assureurs. Parce que si on vient annihiler les souffrances, l'indemnisation dans le cadre de la faute inexcusable, à ce moment-là, c'est les assureurs qui auront moins à garantir. Et c'est tout bénéfice pour eux que d'avoir moins à garantir et que le côté souffrance et déficit fonctionnel permanent soit assumé dans le cadre des caisses et que ce soit à minima majoré dans le cadre de la faute inexcusable. Et même la majoration, même le système de la majoration, il n'est pas clair. On ne sait pas sur quelle part, quelle part de salaire. Rien n'est clair et rien n'est prévu. Rien n'est détaillé de manière à ce qu'on puisse avoir une vision globale et compréhensible du mécanisme que cherche à mettre en place ce projet de loi. Alors justement, dans le document de travail qui avait un peu fuité avant que le projet de loi soit déposé, il y avait cette phrase qui a été retirée après, c'est que les arrêts de l'Assemblée plénière de 2023, ça allait causer un nombre de faillites incalculables, et que ça allait casser de l'emploi, etc. Alors justement, j'en profite, hein, je veux dire, cabinet Ledoux, vous avez fait de la faute inex depuis des années, depuis 2002, quoi. Donc vous avez peut-être avec le cabinet TTLA la plus belle vision qu'on peut avoir rétrospective et actuelle de ce contentieux. Est-ce que il y a beaucoup, dans les dossiers que tu traites, est-ce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui font faillite à cause de la faute inexcusable? Depuis 2020, depuis 2002 déjà. Est-ce que Franchement, avant c'était beaucoup? Franchement, alors moi je fais énormément de dossiers FIVA, donc c'est vrai que c'est dans ces dossiers, dans les dossiers fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, on indemnise les victimes et c'est le FIVA qui, avec notre aide d'ailleurs, vient en subrogation indemniser les victimes. Mais il faut savoir que la plupart des actions en faute inexcusable qu'on a engagées, c'était contre des groupes immenses qui étaient garantis et qui étaient assurés. Donc, on a toujours mis en la cause les assureurs et sauf erreur de ma part, soit l'employeur avait disparu, donc en fait, ça a été pris en charge au titre par la caisse, voilà, sur le compte imputé au compte spécial, ou alors c'était des groupes immenses qui étaient garantis. Donc, à ma connaissance, on n'a jamais entraîné la faillite d'un employeur parce que un de ses employés était condamné à la faute inexcusable, au titre de la faute. Franchement, ça fait 20 ans hein, que je fais des pourvois là-dessus. J'ai pas souvenir, dans tous les pourvois que j'ai faits, que arrivé au stade de la cour de casse, je défendais une victime contre le liquidateur d'une société. Tu vois, je me Nous, rappelle même voilà, pas nous, la c'est dernière fois où je l'ai vu, quoi. non, 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 non. Nous, c'est quand il y a les seules fois, c'est que l'employeur a disparu et que c'est le mandataire qui le représente. C'est tout. Mais c'est vrai que j'ai pas connaissance non plus de boîtes ou alors d'entreprises qui ont pu faire faillite en cours de procédure, mais pas en rapport, en tout cas, avec les demandes en faute inexcusable. Non, non. Et les assureurs, et même les PME, elles arrivent à s'assurer contre la faute inexcusable? Alors ça, je j'ai pas de Pas j'ai de chiffres non, là-dessus. j'ai pas de Non, chiffres, d'accord. il y a pas d'obligation donc j'imagine que, mais après, heu
c'est quand même antinomique parce que, par exemple, maintenant, pour les particuliers employeurs, parce qu'on avait vu des arrêts qui étaient passés sur la faute inexcusable du particulier employeur, maintenant, les assurances habitation garantissent la responsabilité civile et dans le cadre de l'accident de travail, causé à l'employé de maison. Donc, on a du mal à comprendre, à penser que certaines entreprises ne puissent pas être garanties dans le cadre de la faute inexcusable, alors qu'en tant que particulier employeur, on l'est dans le cadre d'une simple assurance habitation. Donc, à mon sens, l'obligation d'assurance, en effet, hein, c'est comme quand on conduit une voiture, ça devrait être inscrit dans la loi. Alors je sais que par exemple, professeur Morane Kainbago, elle est pas totalement en faveur de cette assurance, qu'elle dit dès lors que la personne est assurée, bon bah elle va sans doute moins faire attention à la sécurité, à la prévention dans l'entreprise, parce qu'elle sait que de toute manière, s'il y a un accident, bon bah ma foi, elle fera jouer son assurance. Et en fait, l'argument, je le trouve un peu étrange, parce que quand on a créé par exemple la loi de 85, tout le monde a eu l'obligation de s'assurer, ça n'a Mmh. pas fait augmenter les accidents de la circulation, tu vois. Non, non. J'ai du mal avec cet argument-là. Il faudrait effectivement songer sérieusement à créer une obligation d'assurance sur la faute inexcusable et avoir vraiment un peu comme on a pour les retraites de base, les retraites complémentaires, les retraites surcomplémentaires. Dire, voilà, il y a une partie qui est gérée par la solidarité nationale dans le cadre de la branche accident du travail, maladie professionnelle, c'est la rente, etc. Et Ouais. ça, effectivement, en fonction de la taille des entreprises, il y a une tarification forfaitaire, mixte ou réelle pour ce qui est des rentes. Et puis, la faute inexcusable, eh bien, ma foi, elle est les employeurs ont l'obligation de s'assurer, c'est dans le marché de l'assurance privée, c'est à eux de gérer ça. Alors les assureurs privés qui vont regarder cette vidéo vont se dire, oh là là, c'est un communiste qui doit écrire un truc comme ça. Mais enfin, je trouve que cette bipartie, enfin, cette partition, en fait, elle me paraît logique, quoi. Elle me paraît faire du sens, en tout cas. Et Oui. à mon sens, ça n'engage pas, de conséquences sur le devoir de prévention de l'employeur parce que, déjà quand on est, quand on agit en faute inexcusable, on agit contre l'employeur. Donc, c'est quand même l'employeur qui est à trait devant la justice et c'est l'employeur à qui on demande des comptes. Donc, garantie ou pas garantie, c'est quand même lui qui est mis devant qui est au devant de la scène, lui à qui qu'on accuse de ne pas avoir mis tous les moyens à disposition de ses employés pour les protéger du risque, alors qu'il avait forcément conscience du danger. Donc là, les conditions de la faute inexcusable. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, le principe de l'assurance, c'est pareil. Certes, si l'employeur est condamné au titre de la faute inexcusable, l'assureur va payer, mais il viendra dire à l'assureur, enfin, à son assuré aussi, OK, j'ai payé une première fois, mais si vous continuez à être condamné en faute inexcusable parce que vous n'avez pas mis en place des mesures de prévention, je vous applique une surprime. Donc, de toute façon, l'employeur sera doublement fautif s'il ne continue pas à mettre en œuvre des moyens qui viennent diminuer son risque et qui viennent diminuer le risque de faute inexcusable auprès de ses employés. Donc, à mon sens, ça n'influera pas sur ce que le gouvernement va mettre en place, sur inciter à la prévention. Vous êtes incité à la prévention, vous êtes assuré, certes, mais continuez pour éviter d'avoir des accidents, éviter que votre assurance paye et éviter d'avoir une surprime. Donc, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est clair, c'est clair. Et alors, justement, il y a, on a dit, oui, les arrêts d'assemblée plénière, c'est terrible, ça a dû coûter extrêmement cher aux employeurs, ça va peut-être faire exploser le contentieux. Alors, à la fin d'une de mes vidéos, je montre que le contentieux faute inexcusable, c'est tout petit. Oui. Le coût de la faute inexcusable dans la branche AT-MP, c'est même pas 2% des coûts, donc faut arrêter, faut revenir les pieds sur terre. Mais justement, les pieds sur terre, je sais pas, mais les mains dans le cambouis, c'est ce que vous avez, vous, au cabinet. Donc, depuis les arrêts donc, de janvier 2023, ça fait quasiment maintenant un an que vous avez donc plaidé cette jurisprudence devant les juges du fond, vous avez eu des décisions, vous défendez d'ailleurs autant des employeurs que des victimes. Hein. Donc, concrètement, les premières avances, enfin, les premiers résultats jurisprudentiels, c'est quoi en fait depuis les arrêts d'assemblée Bah, plénière? en fait, on se posait quand même pas mal la question en se disant, comment vont réagir les juridictions du fond, les pôles sociaux, les cours d'appel, Alors dans un premier temps, en fait, on a eu des dossiers qui revenaient après expertise sur de la liquidation des préjudices où, bah, on a dit: «OK, on indemnise le déficit fonctionnel permanent». La personne a un taux fixé par la sécurité sociale, on demande l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent au regard du taux sécurité sociale. Ou alors, on venait dire dans certains autres dossiers,
Désormais, la Cour de cassation permet d'indemniser les souffrances post-consolidation. Venez nous indemniser les souffrances post-consolidation. Selon les juridictions, certains ont dit OK, on ordonne la réouverture des débats et on demande à l'expert qui avait été interrogé précédemment de venir fixer un taux de DFP ou de venir fixer une cotation sur des souffrances post-consolidation. Et on a des juridictions qui sont venues indemniser sans difficulté un déficit fonctionnel permanent ou des souffrances permanentes post-consolidation, alors que, je pense à des cours d'appel qui sont venus après des appels interjetés sur des jugements de pôles sociaux qui avaient dit « Ah ben non, la rente indemnise le DFP, indemnise les souffrances post-consolidation, vous n'avez rien ». Et là, par exemple, on a des juridictions… Alors, attendez. Je reprends les jugements parce que c'est des décisions intéressantes. Là, on a un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 11 octobre 2023, donc qui est tout récent. Donc, sur une victime de l'amiante à qui on a octroyé un déficit fonctionnel permanent de 261 000 euros. Quelqu'un qui est décédé avec un taux d'incapacité de 100%. Donc là, ça a été octroyé à ses ayants droit. Et sur le déficit, voilà. Il est sur le déficit fonctionnel permanent. Il est justifié de retenir une indemnisation de 2 000 euros par mois et de la capitaliser avec le barème de la Gazette du Palais, indemnité viagère, voilà, comme en droit commun, exactement comme en droit commun. Donc ça, certaines juridictions fixent déficit fonctionnel permanent au sens dommage corporel. Donc on fixe un taux qu'on vient plus ou moins nuancer en fonction du dossier, en fonction des implications du dossier. Et puis, il y a d'autres juridictions qui viennent chiffrer des souffrances post-consolidation, mais en prenant, pareil, compte du dossier et qui viennent dire, mais non, mais c'est une victime qui a souffert d'un cancer, qui, postérieurement à ses traitements, a peur de rechuter, a peur, a des souffrances, a une dyspnée permanente, ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Et là, souffrance post-consolidation, on vient l'indemniser parce que ce n'est pas indemnisé par la rente. Donc, on a vraiment des juridictions qui ont pris fait et cause par rapport à cette décision de l'Assemblée plénière. Et puis, côté employeur aussi, on a des juridictions qui viennent ordonner des nouvelles expertises et qui versent aux victimes en accident du travail des provisions au titre du déficit fonctionnel permanent, alors même que l'expert ne s'est pas encore prononcé sur le déficit. Donc, c'est acté que dans le cadre de la faute inexcusable, on doit venir indemniser le déficit fonctionnel permanent. Ok. Et alors, bon, on fera peut-être une nouvelle vidéo si tu veux bien sur le DFP, sur les Ouais. composantes du DFP, etc. On va peut-être pas rentrer dans les détails trop techniques, mais peut-être le dernier point qu'on pourrait aborder ici, c'est ce fameux accord national interprofessionnel, parce que dans le projet de loi, on dit le gouvernement prend acte de ce qui a été signé par les partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI. Et quand on regarde l'ANI, je suis allé le vérifier avant de faire cette vidéo, tu vas à la dernière page de l'ANI, tu as effectivement des organisations patronales, le MEDEF, CGPME, etc., des organisations syndicales, FO, CGT, CFDT, etc. Et puis, il n'y a aucune association de victimes, quoi. C'est Non. fou. C'est un ANI qui a été négocié sur l'indemnisation des victimes Ouais. et tu n'as aucune association de victimes qui a été auditionnée, qui a pu donner son mot à dire, alors que c'est eux qui sont représentatifs, tu vois. L'accord national interprofessionnel, il est censé être représentatif Ouais. et là, il est représentatif de rien. C'est Non. choquant. Ouais, voilà. La base n'a pas du tout été, la base a pas du tout été interrogée. C'est quelque chose qui a été, enfin, surtout, ils n'ont pas, à mon sens, ils n'ont pas cherché à comprendre les mécanismes qui étaient en jeu. Et du coup, quand j'ai lu l'ANI et quand j'ai lu ensuite l'article 39, je me suis dit, ils n'ont pas compris. En fait, ils n'ont pas compris les enjeux et ils n'ont pas compris quel était le but de la Cour de cassation. Parce que comme on l'a dit et que ça a été dit à plusieurs reprises, la Cour de cassation, ce n'est pas la première fois qu'elle invite le législateur à prendre son courage à deux mains et à faire en sorte que les victimes du travail bénéficient d'une réparation intégrale de leur préjudice au même titre que les autres victimes de dommages corporels. Et là, l'Assemblée plénière a dit, bon, OK, ça passera pas par la loi,
je rends une décision qui permet l'amélioration du sort des victimes. Et l'ANI, je pense qu'elle n'en a pas pris conscience et sûrement, enfin, je ne sais pas comment les négociations se sont faites, mais c'est sûrement les syndicats d'employeurs qui ont dit non, 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 c'est pas possible. Donc, on va faire quelque chose, un espèce de régime mixte. On va venir majorer la rente, comme ça, il y aura une meilleure indemnisation de toutes les victimes. Soit dit en passant, à partir de 10%, enfin, à partir d'un certain taux de rente, sous-entendu dès qu'il y a une rente, c'est-à-dire plus de 10%. Donc, c'est pareil, hein, les victimes moins de 10%, les souffrances, elles n'en ont pas, elles n'ont pas de DFP, ce qui est faux. Dans certains cas, ce qui est faux. Donc, déjà, il n'y a pas de cette prise de conscience. Et puis dans l'ANI, on ne parlait jamais de la faute inexcusable. La faute inexcusable n'était pas évoquée. Donc là, c'est pareil, on nous pond un article qui sort toute substance à l'article L452-3, parce que l'article L452-3, c'était les souffrances liées aux conséquences de la faute inexcusable. C'était pas post-conso ou pré-conso. Donc en fait, C'était juste les souffrances, voilà, point barre. voilà. Et moi, quand j'ai lu l'ANI et quand j'ai lu l'article 39, et j'ai vrillé mon cerveau a vrillé et je me suis dit, réminiscence de mes études en droit de la santé, ils nous ont sorti un amendement anti-perruche. Pareil. Voilà, l'assemblée plénière arrêt perruche, nul ne peut, et l'amendement anti-perruche, nul ne peut demander indemnisation du fait de sa propre vie, de sa propre naissance. C'est exactement la même chose. On a cet accord dans le cadre de l'arrêt perruche, c'était les assureurs aussi, c'était les assureurs de responsabilité des médecins qui disaient mais comment voulez-vous qu'on ne pourra jamais couvrir ce risque. Donc bim, amendement anti-perruche dans le cadre de la loi de création de la loi de 2002. Et là, c'est pareil. Assemblée plénière, on ouvre la réparation intégrale. Les employeurs et peut-être les assureurs, je ne sais pas, il y a peut-être eu un petit peu de lobbying là-dedans aussi, venant dire non, 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 vous ne vous rendez pas compte, c'est une usine à gaz, c'est pas protecteur de tout le monde, c'est que pour les fautes inexcusables, ça ne marchera pas. On vous fait un petit régime intermédiaire. On vient dire que toutes les victimes vont être indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, dans le cadre de leur rente. Mais là, c'est ce que tu disais, c'est un vaste débat. Le déficit fonctionnel permanent, c'est pas ça. C'est pas juste un taux au regard avec des séquelles. Le déficit permanent, c'est beaucoup plus vaste, en fait. C'est des souffrances et une atteinte à la qualité de vie. Et ce point-là, il n'a pas été débattu, et il n'a pas été débattu avec des spécialistes ni de l'indemnisation des victimes, ni du dommage corporel, parce que c'est au-delà des limites du droit de la sécurité sociale et de la faute inexcusable. C'est le recours des tiers payeurs. Il y a ça aussi. C'est sur quoi aller au tiers. Oui, d'ailleurs, à la limite, quitte à faire un débat là-dessus, tu vois ce que je veux dire? On peut avoir les associations de victimes, les assureurs, les employeurs, les syndicats, mettons tout le monde autour d'une table. Mais faisons pas ça à l'arrache, Non. comme ça, en dernier moment, quoi. C'est pour ça que l'amendement de retrait est justifié, parce que c'est des choses sur lesquelles il faut se pencher à tête reposée et pas pondre ça 3 mois après une décision pas après une décision de justice. C'est pas, à mon sens, cet article dans un projet de loi de financement de sécurité sociale, c'est pas responsable. C'est pas responsable parce que c'est remettre à plat tout un régime indemnitaire. Alors, on déclare son attachement au compromis de 1898, mais là, en un claquement de doigts et en 10 lignes sur un projet de loi, voilà, on déclare son attachement et on remet tout à plat. Et même, on remet en question le régime de la faute inexcusable. Qui... Et surtout, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que malheureusement, les débats parlementaires sur des lois de financement de la Sécu, c'est pas toujours des débats qui sont très posés. Il y a un calendrier qui est toujours un peu serré et tout. J'ai l'impression, malheureusement, que ça fait quelques années qu'on est toujours en train de légiférer dans l'urgence, qu'on Ouais, on prend jamais le temps de réfléchir et tout. Mais ça mériterait de réfléchir. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on a suffisamment de recul sur la faute inex, on a suffisamment numérisé les décisions de justice, etc. pour vraiment voir. Enfin, on pourrait faire des modélisations mathématiques sur avant ouais, de janvier 2023, après 2023. Enfin, voilà. je sais que peut-être que votre cabinet et TTLA, vous pourriez anonymiser vos données et dire à peu près voilà ce Mais qu'on peut identifier, etc. Tu vois? dans le cadre des auditions auprès de la commission des affaires sociales, on a donné des exemples chiffrés, en fait. On a donné des exemples chiffrés et des exemples avec des catégories de victimes, notamment retraités par retraités. Et on leur a fait le maintenant et on leur a fait l'après en fonction des données de l'article 39 et de ce que ça pourrait être, tout en sachant qu'on ne sait pas quel barème, on ne sait pas quel
quel taux d'incapacité, quel salaire de référence. Donc, c'était vraiment quelque chose de totalement flou parce qu'on a les données précises, on ne les a pas. Et c'est bien ce qu'on reproche au projet de loi. Et on leur a présenté les choses en leur disant, voilà, vous avez telle catégorie de victimes avec aujourd'hui une indemnisation intégrale telle qu'il est réclamé par les associations de victimes, telle qu'il est réclamé par certains syndicats et telle qu'il est réclamé par la Cour de cassation dans ses rapports d'activité. Donc, c'est Pendant quand même 10 pas ans, rien. quoi, voilà. Ouais. C'est quand même pas rien. Et puis, ça va dans votre sens d'une meilleure prévention. Et puis, ça aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va dans le sens aussi euh, des derniers apports législatifs et scientifiques. On vient de créer un nouveau tableau de maladies professionnelles quand même sur l'amiante. On vient de créer un tableau, larynx et ovaire. Donc, si on vient permettre de reconnaître des nouvelles maladies professionnelles, mais qu'à côté de ça, l'indemnisation, c'est rien, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, il faut absolument se pencher sur cette question. Et ce n'est pas dans le cadre d'un projet de loi de finances. En plus, devant des députés qui vont avoir des tonnes de trucs à voter encore plus techniques que ça. J'ai vu passer certains trucs, mais le financement de l'assurance chômage, la fin des arrêts de travail en téléconsultation, des trucs. Je me dis que ça doit être forcément incompréhensible pour la plupart des députés qui ne sont pas spécialisés. Donc, il faut se pencher sur la question, faire des rapports. Enfin, je ne suis pas non plus dans l'inflation législative et du rapport, mais il faut auditionner des sachants. Ce n'est pas possible de faire un truc pareil sans rien demander à personne, en fait. Vraiment, vraiment. C'est ça, ouais. Et sans même tenir compte de vraiment du contenu de la l'ANI lui-même, qui effectivement ne parle pas de Fautinex. Et là, boum, on dit, Non, voilà, on tire les conséquences de l'Assemblée plénière. Non, on dit juste l'inverse. Et on tire les conséquences de la l'ANI, elle dit rien là-dessus. Donc, et tout il y a ça, un moment donné. ça vient d'une méconnaissance de la définition des déficits fonctionnels permanents. Parce que pour moi, le législateur s'est dit, bon, alors, si je viens d'indemniser le déficit fonctionnel permanent dans ma rente, forcément, je ne peux pas le demander dans le cadre de la faute inexcusable, double indemnisation. Sauf que la définition qu'ils retiennent du déficit fonctionnel permanent, c'est pas le déficit fonctionnel permanent. Et pour le coup, c'est Lana Davy dans son amendement qu'il présente. Elle vient dire que, en fait, la définition du déficit fonctionnel permanent qui est retenue par l'ANI et par le projet de loi, ça ressemble plus à l'incidence professionnelle qui, aujourd'hui, peut être indemnisée de façon indépendante en majorant le taux d'incapacité. Oui, faites-le, mais faites-le vraiment parce que cette incidence professionnelle, elle est indemnisée à minima aujourd'hui et souvent dans des cas d'accident du travail d'ailleurs. Donc, en fait, voilà, il y a une méconnaissance du mécanisme du droit du dommage corporel avec une méconnaissance de la définition du déficit fonctionnel permanent. Donc, alors, c'est sûr, la Cour de cassation, elle n'a peut-être pas choisi les bons termes quand elle a fait son arrêt d'assemblée plénière. On lui a proposé une petite fracture et elle s'est engouffrée dans une gigantesque brèche. Et puis, bon, on l'a vu dans les vidéos que tu as pu faire avec Morane ou d'autres. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Mais comment on va faire? Voilà. Donc, nous, Mais bon, ça va. En même temps, on n'est pas totalement perdu. Je veux dire, là, on est sur un champ qui est à peu voilà. près stabilisé, Maintenant, quoi. il n'est pas perdu et voilà. Et on s'en rend compte avec les décisions aujourd'hui. On avait peur que les juridictions soient perdues et nous disent, oh là là, mais c'est quoi le déficit fonctionnel permanent? On s'est dit, on va faire comment? On va devoir multiplier, on va faire le barème Mornay. Et en fait, non, finalement, non. On se disait, ça va être quel taux? Ça va être un taux à part, ça va être le taux sécu. Et en fonction des juridictions, finalement, certaines juridictions considèrent que c'est les souffrances endurées, qu'elles majorent avec l'atteinte à la qualité de vie. On dit, OK, on se contente de ça, c'est très bien et ça nous va parce que l'objectif, nous, c'était que les préjudices soient réparés. Et l'objectif est atteint, les préjudices sont réparés, contrairement à des décisions antérieures qui considéraient vous êtes retraité, vous êtes consolidé, vous avez une rente, vous n'avez pas de souffrance post-consolidation. Ça nous va très bien. D'autres juridictions vont plus en avant, prennent plus l'arrêt de la Cour de cassation au pied de la lettre et viennent indemniser un DFP. Mais c'est un DFP global, on n'a pas les souffrances en plus, donc on n'a pas de double indemnisation. C'est un DFP au sens large avec les souffrances post-consolidation incluses dans ce DFP. Et à ce moment-là, si la définition du DFP est retenue de manière correcte, il n'y a pas de problème.
Et dans ces cas-là, on a une réparation intégrale et c'était le but. Et c'était le but. Et pas le but, c'était pas d'amputer ou de faire une indemnisation exacerbée qui vienne étouffer. Non, c'est une indemnisation juste au regard de préjudice objectivé. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est que finalement, un arrêt d'assemblée plénière, ça nourrit aussi un débat judiciaire. On pourrait laisser le temps à la jurisprudence de se créer, la jurisprudence des juges du fond. Finalement, on aura tout brisé en moins d'un an, alors que peut-être qu'on aurait eu des choses qui étaient intéressantes dans ces arrêts qui apparaissent là tout au long de l'année, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Honnêtement, Ce que, ouais. Ouais, je te propose, je crois que la vidéo est assez touffue là, mais on va suivre l'actualité de ce projet de loi, d'accord? Je pense que de toute façon, vous, Oui, ton la cabinet mise et TTLA, d'alerte, vous allez suivre ça de près, donc voilà, ce n'est qu'un au revoir entre guillemets, et je te propose de revenir sur la chaîne bientôt, j'espère pour de meilleures nouvelles, pour une perspective plus rassérénée de ce qui va se passer, et peut-être que voilà, le projet de loi va évoluer et va évoluer dans le bon sens. c'est C'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, je te remercie d'être venu et à très bientôt. À très bientôt.